Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans Face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1. Bonjour Michel. Bonjour Laurence. Ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire avec de l'actualité et beaucoup de philosophie grâce à vous. Comme la semaine dernière, mon cher Michel, nous n'évoquerons pas le second tour des élections municipales, c'est demain, mais nous sommes dans la période de réserve. Nous n'avons pas le droit de parler de politique. La campagne s'est arrêtée. Mais il y a plein d'autres sujets extrêmement passionnants à évoquer avec vous, Michel. D'abord, le positionnement de la France vis-à-vis du conflit en Iran. Le président Macron refuse d'engager les troupes françaises plus en avant, notamment pour la sécurisation du détroit d'Ormuz, qui est complètement bloqué. Le chef de l'État refuse d'accéder à la demande du président Trump de participer activement à la surveillance de ce détroit par lequel transite 20% du pétrole mondial. Que pensez-vous, Michel Onfray, de cette notion de guerre défensive mise en avant par Emmanuel Macron lors d'un nouveau Conseil de défense? Est-ce compatible avec la présence de notre armada, 8 frégates, 2 porte-hélicoptères et le porte-avions Charles de Gaulle en Méditerranée orientale? On attend votre réponse. Et puis bien sûr, on évoquera le nom du nouveau porte-avions français, le France Libre. Alors là, vous ne pourrez pas me dire que vous n'aimez pas ce nom, je le sais. Cette référence gaulliste ne peut que vous ravir et symbolise le dernier grand héroïsme français. C'est ce que vous allez nous dire. D'ailleurs, Michel, c'est presque Noël aujourd'hui. On va écouter le général célébrer cette France éternelle, cette France libre, dans un discours du 25 août 44, depuis l'hôtel de ville de Paris. C'est un discours improvisé, mais qui nous donne aujourd'hui encore les frissons, je sais, à vous, à moi et à nos téléspectateurs et auditeurs. Et puis le point philo, écoute petit homme. Écoute petit homme de Wilhelm Reich, un freudo-marxiste. Vous nous expliquez ce que c'est cet attelage entre Freud et le marxisme. Vous dites que c'est à l'origine de mai 68 et de toute la gauche culturelle 68arde. Je pense qu'on aura beaucoup de commentaires à faire sur ce sujet. Ça partit pour aujourd'hui, ça vous va le programme? Ça me va du moins. Allez, on commence par Emmanuel Macron, la posture française. Il y a eu un nouveau Conseil de défense cette semaine. Michel, alors que le conflit avec l'Iran est toujours aussi intense, Emmanuel Macron a martelé que la France avait une position défensive et qu'elle n'avait pas choisi cette guerre. On l'écoute. Je redis ici, la France n'a pas choisi cette guerre. Nous ne prenons pas part et nous avons une position purement défensive en protection de nos ressortissants, en soutien de nos alliés. Nos objectifs sont clairs. Ils sont définis depuis le premier jour, ils n'ont pas changé. Le premier, c'est de protéger nos ressortissants, nos emprises diplomatiques et militaires et nos intérêts dans la région. Le deuxième objectif, c'est de nous tenir aux côtés de l'ensemble de nos partenaires, ceux avec qui nous sommes liés par des accords de défense, aux côtés desquels nous œuvrons souvent pour la lutte contre le terrorisme, la sécurité et la stabilité régionale. Et donc nous avons honoré notre parole, nous continuons de l'honorer. Pour Emmanuel Macron, Michel, nous n'avons pas choisi cette guerre. Les Français sont très inquiets que nous nous engagions plus en avant dans ce conflit. Voilà, cette fermeté du président, elle vous va ou pas? Non, il n'y a pas de fermeté. Vous savez, en philosophie, il y a ce qu'on appelle le principe de non-contradiction. Si une porte est ouverte, elle n'est pas fermée en même temps. Si elle est fermée, elle n'est pas ouverte en même temps. Et donc la théorie qui est celle du président Macron, qui était celle du candidat Macron, il a même beaucoup ironisé, il s'est fait applaudir sur cette idée du en même temps en disant que c'était génial. Non, c'est pas génial le en même temps. On peut pas faire la guerre et ne pas faire la guerre. C'est-à-dire guerre défensive, ça n'existe pas pour vous? Non, ça n'existe pas. C'est un concept de ces communicants qui lui permettent d'enfumer. Mais je dis, ou on fait la guerre ou on ne la fait pas. On ne peut pas dire nos bâtiments sont en train de croiser au large du Groenland parce qu'il y a un problème du Groenland et de souveraineté groenlandaise avec les propositions que Trump faisait d'annexer tout ça. Donc nos bateaux sont là-haut. Et d'un seul coup, on dit « Ah, mais il faut y aller très vite ». Et d'ailleurs, un bateau, ça avance à 28 nœuds, et là, on est parti à 30 nœuds. Sous-entendu, on est parti très vite. Et on les a rapatriés en Méditerranée orientale. Et comme ça, c'est la Méditerranée orientale. C'est pas le Sud-Pacifique, c'est là, très précisément. Tout le monde a bien compris que nous avons rapatrié nos bâtiments pour les mettre sur un théâtre de guerre, et que nous sommes en guerre. C'est exactement la même chose qu'avec Poutine et Zelensky. On ne peut pas dire on vous donne des canons, on vous donne des formateurs, on vous donne des militaires, on vous apprend à piloter les avions, etc. Mais on n'est pas en guerre.
On n'est pas co-belligérant. Ça, c'est du en même temps. C'est-à-dire qu'on apprend ça en classe terminale, le principe de non-contradiction, c'est essentiel dans la logique française, dans la logique occidentale. Donc là, on ne peut pas dire « j'y vais, mais je n'y vais pas ». Vous étiez moqué de moi la semaine dernière quand je vous disais... Gentiment moqué. Il y va, oui, mais en disant « il fait comme mon chihuahua », c'est-à-dire il avance et il recule en même temps. Et bien là, on a confirmation vétérinaire, je dirais, ou de ma lecture vétérinaire des choses, c'est-à-dire on y est sans y être. Alors, cette guerre, nous ne l'avons pas décidée. Mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas décidé d'une guerre que la guerre n'est pas juste. Vous avez entendu les arguments d'Emmanuel Macron. Un, protéger nos ressortissants. Et deux, se tenir aux côtés de nos alliés. On a des partenaires, les Émirats arabes unis et le Qatar. On est engagés par des accords de coopération. Mais se tenir à leur côté, ça veut dire quoi? Ça ne veut rien dire. Se tenir à leur côté quand ils se font bombarder, ça veut dire quoi? Vous vous faites bombarder et on ne fait rien. Nous avons un militaire français qui est mort, bombardé. En Irak. Voilà, et qu'est-ce qu'on a fait? Rien. Le président de la République n'était pas à la cérémonie. Le Premier ministre n'était pas à la cérémonie. On va en parler tout à l'heure. Eh ben, si nous en parlons, c'est très bien, parce que cette façon de dire nous ne sommes pas en guerre alors que nous avons un soldat qui est déjà mort. Et 6 autres blessés. Et que nous avons des blessés, et que nous avons des bâtiments militaires français à l'étranger qui sont visés. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous n'en sommes pas de cette guerre. Pensez bien que les Iraniens, ils ont bien compris. Et les Russes, ils ont bien compris aussi que nous étions de ces guerres-là. Et je suis assez habilité à le dire, parce que moi, je n'ai pas défendu les guerres en Irak, je n'ai pas défendu les guerres en Syrie, je n'ai pas défendu les guerres en Libye, j'étais contre. Et donc, aujourd'hui, celle-ci, je suis pour. C'est pas exactement la même chose, c'est-à-dire que, mongolien que j'essaie d'être, nous avons des intérêts dans cette guerre, et qui sont le fait qu'effectivement, il y a une espèce de troupe internationale et planétaire qui est pilotée par les Iraniens et qui fomente des attentats un peu partout dans le monde occidental. Nous sommes visés par ces attentats. Donc ça nous concerne au premier chef. Et cette façon de dire, elle n'a pas été décidée par nous et donc on ne la fait pas. Mais si elle n'a pas été décidée par nous, c'est parce que peut-être la France ne pèse plus rien du tout dans le monde. Et que peut-être Trump s'est dit, on ne va pas téléphoner à monsieur Macron qui de toute façon n'est jamais avec nous. Écoutez d'ailleurs ce qu'a dit Donald Trump, parce que lui, il a eu un coup de fil avec Emmanuel Macron et il lui a même donné une note de 8 sur 10. Bon, écoutez Donald Trump et je vous passe la parole ensuite, Michel. C'est drôle. Oui, je lui ai parlé. De 0 à 10, je dirais que c'est un 8. N'est pas parfait, mais c'est la France. On ne s'attend pas à la perfection. Je crois qu'il aidera. Je vous tiendrai informé, je lui ai parlé hier. Je ne leur mets pas trop la pression parce que je pense que nous n'avons besoin de personne. Voilà, pour Donald Trump, il donne une note de 8 sur 10 au président, ce qui est pas mal quand même, et parce qu'il le sollicitait pour aller sécuriser le détroit d'Ormuz, on va en parler. Qu'est-ce que vous pensez de cette notation du président américain? C'est un peu humiliant pour nous autres Français. Bien sûr que c'est humiliant. Et ce qui est humiliant, c'est surtout de s'entendre dire « c'est la France ». Vous avez entendu « c'est la France ». Vous avez entendu voilà, ça ne vaut que ça. Moi, je suis assez binaire, c'est 0 ou c'est 10 la France. Et là, c'est plutôt 0, c'est pas 8. Ça veut dire 8 peut mieux faire. Vous savez, moi j'étais prof, et quand on faisait des notations à l'aveugle et qu'on sortait du papier la même note, enfin les notes que chacun avait données à la même copie, je vous assure qu'il y avait parfois jusqu'à 13 points d'écart dans une copie de bac. Oui, 13 points d'écart. Parce que l'inspecteur était là et faisait voter sur des petits papiers. Et là, d'un seul coup, donc la docimologie, ce qu'on appelle la docimologie, c'est-à-dire la science de la notation, n'est pas une science exacte. Donc je laisse de côté son 8, ça aurait pu être 7, ça aurait pu être 9, ça ne veut pas dire grand-chose. Il n'est pas le prof et nous ne sommes pas les élèves. L'expression, c'est ça la France, c'est terrible. Ça veut dire que la France est vue comme ça par la première puissance du monde. Et la France, c'est pas ça, c'est Emmanuel Macron. On pouvait avoir un autre chef de l'État. D'ailleurs, il a dit à un moment donné, il a dit dans un an, il n'est plus là. Bien sûr. Et il a bien raison. Et la France, alors sauf si on a un macronien, et à ce moment-là, la France continuera sur la même ligne, mais on a la possibilité d'exister autrement, angolien, justement. Et sur ce sujet-là, on peut très bien dire, oui, ça n'est pas notre guerre, oui, vous l'avez décidé, mais on vous rejoint, parce qu'effectivement, on a des intérêts. C'est une guerre de civilisation qui se joue là-bas. C'est l'Occident qui se joue là-bas. Qu'est-ce qu'on fait? Rien. On laisse faire, on se laisse bombarder. On a un militaire valeureux, semble-t-il, qui vient d'Isère, si je me souviens bien. Absolument. Et ni le chef d'État, ni le 7e bataillon de chasseurs alpins de Vars, en Isère. C'est ça. Et on n'a pas soutenu cet homme mort.
Vous vous rendez compte? Pour l'instant. Non, pour l'instant, il y a eu une cérémonie d'hommage et il n'était pas là. Il y avait une rencontre sur le narcotrafic. Ça fait 10 ans qu'il est au pouvoir, ça fait 10 ans qu'il n'a rien fait sur le narcotrafic. Et puis c'est une réunion qu'on peut déplacer en disant à la place du chef de l'État, quand un soldat est mort pour la France et qu'on lui rend hommage, c'est la place du chef de l'État d'être là. Effectivement. Et on entend évidemment les chants militaires de cette cérémonie d'hommage national qui s'est tenue cette semaine pour le major Arnaud Frion, tué la semaine dernière au Kurdistan irakien dans une frappe iranienne, un drone iranien qui a frappé une base dans laquelle il y avait des soldats français, un mort donc, Arnaud Frion, et 7 blessés. Il faisait partie des chasseurs alpins et ni le Premier ministre ni le Président ne se sont déplacés. Il y avait la ministre des Armées, Catherine Vautrin, Michel Onfray. La France aurait dû être plus présente sur cet hommage national. Mais c'est pas plus présent. Le président de la République devait être là. C'est lui qui est le chef des armées. C'est l'un de ses soldats, de nos soldats, semble-t-il très valeureux si j'en juge les propos qui ont été tenus par ses supérieurs. Et même par les responsables américains, parce qu'il avait participé à une opération de sécurisation qui avait sauvé des soldats américains. Ça, j'ignorais. Mais même s'il n'avait pas été valeureux, s'il avait fait juste son travail, il a fait son travail et plus que son travail en étant valeureux. Le chef de l'État est là, point à la ligne, et il se débrouille pour annuler quelques réunions que ce soit. Qui plus est, ce genre de réunion sur le narcotrafic que vous pouvez assez facilement soit déplacer, soit déléguer. Vous pouvez dire, je ne serai pas là, mais quelqu'un d'autre à ma place, peut-être le chef de l'État, le Premier ministre, et ça suffisait. Ce sont des signes. Et il y a des gens que ça doit réjouir aujourd'hui. On n'a pas le droit de faire de la politique, mais il y a des gens que ça doit réjouir de voir que le chef de l'État n'est pas présent. Alors, on est face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1. Revenons un instant à ce qui se passe au Moyen-Orient, avec cette demande de Donald Trump à ses alliés, à la fois l'OTAN et les Européens, de l'aider pour sécuriser le détroit d'Ormuz. Parce qu'on sait que 20% du pétrole mondial, beaucoup aussi du gaz transite par là, tout est bloqué pour l'instant. On va écouter ce qu'a dit Emmanuel Macron à cette demande de Donald Trump. Nous ne sommes pas partie prenante au conflit. Et donc, jamais la France ne prendra part à des opérations d'ouverture ou de libération du détroit d'Ormuz dans le contexte actuel. Une fois la situation plus calme, c'est-à-dire une fois que le cœur des bombardements aura cessé. Nous sommes prêts, avec d'autres nations, à prendre la responsabilité du système d'escorte, mais c'est tout un travail à la fois politique, technique, avec évidemment l'ensemble des acteurs du transport maritime, avec les assureurs, et opérationnel que nous devons bâtir. Ce travail supposera des discussions et une déconfliction avec l'Iran, parce qu'en aucun cas ça ne peut être une opération de vive force. Voilà pour Emmanuel Macron qui dit oui, on interviendra, mais quand les armes se seront tues, Michel Onfray. Là encore, c'est la même chose que pour vous? Alors là, il me dit quand c'est fini, on commencera. Donc c'est la théorie du chef de l'État, quand c'est fini, on s'engagera. Donc voilà, on a bien l'explication de la ligne pas claire du président de la République qui nous dit on n'ira pas. On attend que tout soit fait et puis après on ira. Mais pourquoi faire? Alors il veut de la discussion. Et on ne peut pas de la discussion de la part d'un chef de l'État. S'il est chef de l'État, c'est pour chefer l'État. C'est-à-dire, non pas de faire des réunions, mais dire je suis le représentant de la souveraineté nationale et de la souveraineté populaire, et je suis le chef des armées. En tant que tel, je décide que. Voilà, c'est comme ça. On ne fait pas des débats pour déconflictualiser. C'est ça? Oui. C'est-à-dire des néologismes en plus. On n'a pas besoin de néologismes. Déconflictualiser, ça veut dire quoi? Désescalade, ils aiment bien tous ces mots-là. Oui, mais il y a une guerre. Il y a une guerre, on l'amène ou on l'amène pas, ça paraît simple. Tu es chef d'État, monsieur, là, et tu es aussi chef des armées, monsieur. Eh bien, tu l'amènes ou tu l'amènes pas. Et si tu l'amènes pas, dis pas que tu l'amèneras quand il faudra quand elle sera terminée. Quand elle sera terminée. Non, c'est tout de suite qu'il faut l'amener. Et on va reparler tout à l'heure du porte-avions. Mais je veux dire, c'est la question qu'on peut poser aujourd'hui. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un porte-avions? Parce qu'on aura un deuxième porte-avions ici, ça changerait quoi? Pas grand-chose. La guerre a changé. Ces gens-là n'ont pas changé. Et ils n'écoutent pas non plus ce qu'on leur disait. Je pense que c'est aussi... je suis en avance sur la question du porte-avions, mais la revanche du général de Villiers, qui lui nous disait précédemment que... Pierre de Villiers. Je ne sais pas si Philippe a un grade, enfin il a sûrement un grade et je ne sais pas lequel, mais il faut penser la guerre et il faut la penser avec des gens qui, eux, l'ont pensé. C'est-à-dire que quand on expérimenté. La semaine dernière, on a un porte-avions, c'est-à-dire qu'on a des avions, si on a des avions dessus, c'est pour les envoyer, et si on les envoie, c'est pour quel type de mission? C'est simple comme question. Ce sont des questions extrêmement simples. Et là, quand il y a... Alors, est-ce qu'il y a des mines? Est-ce qu'il y a des drones? Est-ce qu'il y a des vedettes avec des explosifs embarqués?
voyez, où sont ces choses-là? Est-ce qu'on est susceptible d'intervenir? Moi, je crois beaucoup aux commandos. On a des commandos extrêmement brillants en France. On a des gens magnifiques et qui sont prêts à sacrifier leur vie et qui font des choses assez extraordinaires d'un point de vue physique. Vraiment des gens formidables. Ça sert à ça aussi, les commandos. Quand vous êtes sur le terrain, on n'est pas tenu d'envoyer quantité de soldats. On est aujourd'hui dans le règne de la quantité, mais pas dans le règne de la qualité. Là, on peut envisager sur le terrain, moi je n'ai pas évidemment les informations, mais là où ça se passe dans le détroit, envoyer des commandos. Il y a des parachutistes, il y a des commandos de marine, il y a des gens qui sont des nageurs en eau profonde, qui font des choses incroyables. Avec tous ces gens-là, on peut les solliciter, mais encore faut-il avoir du renseignement, encore faut-il travailler de conserve avec les États-Unis et Israël qui ont des informations. Et c'est au chef de l'État de dire, non pas on fait une réunion sur le narcotrafic, mais on va faire une réunion avec les chefs de l'État pour dire, bon, quelle est la situation? Qu'est-ce que moi je peux faire comme chef de l'État? Qu'est-ce que j'envoie comme type de troupe? Ça peut faire peur avec un porte-avions, mais ça marche pas un porte-avions avec des gens qui ont décidé d'envoyer des drones qui coûtent le prix d'une voiture. Vous évoquez ce porte-avions, le deuxième, qui devrait voir le jour en 2038, si tout va bien. Donc le nom s'appelle la France Libre. En fait, France Libre, c'est même pas la France Libre, c'est France Libre. D'habitude, ce sont des noms propres qui sont utilisés. On va y revenir dans un instant. On va juste écouter Emmanuel Macron annoncer cela. C'était cette semaine sur le site de Naval Group à Nantes. Notre nouveau porte-avions portera le nom de France Libre. Dans ce nom passe la mémoire des femmes et des hommes qui se sont dressés face à la barbarie, unis pour sauver la patrie, déterminés à défendre une certaine idée de notre nation, nos compagnons de la libération. Ce nom scelle donc pour l'avenir un serment. Pour rester libre, il nous faut être craints. Pour être craints, il nous faut être puissants. Et pour être puissants, être prêts aux efforts. Dans ces efforts, soyons irréductibles, unis et sans relâche. Alors, avant de parler du discours, est-ce que vous aimez le nom France Libre, Michel Onfray? Oui. Bah oui, évidemment. Formidable. Là, pour une fois, vous êtes d'accord avec le président Macron. Ah oui. Oui, c'est la première fois depuis le début de cette émission. Oui, absolument. Parce que j'ai vu les listes précédemment, j'ai vu... Oui, il y avait des noms... il y avait François Mitterrand, Georges Pompidou, Birakem. Simone Veil. Formidable, Simone Veil. Pierre Mendès France. Ce qu'elle a fait. Mais je ne suis pas sûr qu'elle aimerait son nom est associé, que son nom soit associé à un porte-avions nucléaire. Son nom est associé à la loi sur l'avortement. Donc, sur d'autres, elle est au Panthéon, etc. Enfin, il faut être sérieux. On pouvait trouver aussi une autre femme. Ça pouvait être Elisabeth de Miribel, si on voulait vraiment trouver... Mais je veux dire, un porte-avions Elisabeth de Miribel, etc., ça ne marche pas. Donc, non, c'est très bien. C'est très, très bien. Simplement, on est dans le symbolique. D'abord, je ne sais pas s'il a jamais eu des cours de diction, ou de prononciation ou de théâtre, ce président de la République. Michel, pourquoi dites-vous ça? Vous avez vu cette façon, cette diction, il parle comme Gérard Philippe. Donc, c'est bien, il déclame. Non, ah oui, il déclame, mais il n'est pas Malraux, il n'est pas Gérard Philippe. Il est compris par tout le monde. Non, il y a un autre ton à trouver, plus neutre, plus... Justement, ce qu'on appelle le performatif. On ne fait pas des effets de langage ou des effets vocaux comme ça. Quand on est dans le performatif, je le rappelle, c'est un philosophe qui s'appelle Austin qui a théorisé cette chose-là, c'est quand je dis, je fais. Et si le général de Gaulle dit je vais faire, personne ne va dire, il ne va peut-être pas le faire, on va voir, ça dépend. Trump, c'est le contraire du performatif, c'est l'anti-de Gaulle en ce sens. Donc sur la question de la forme, c'est fatigant, cette façon cette logorée perpétuelle à chaque fois il est dans une école, il tient ce discours, il est sur le Tour de France, il parle comme ça, enfin c'est bon, donc il parle comme ça, d'accord, très bien. Bon, France Libre. Il nous annonce la France Libre, c'est beau. Formidable la France. Héroïsme français. Mais bien sûr, c'était des gars c'était des vrais, c'était des héros, des gens qui sont résistants le 18 juin, voire le 19 1940, quoi. Pas les gens qui attendent et qui éventuellement, 15 jours après le débarquement, le 6 juin, se disent que finalement la résistance, c'est pas si mal que ça. Et les gens qui se mettent des brassards et qui descendent avec des tractions dans les fermes et qui commencent à abattre les gens parce que lui, il a couché avec sa femme et tout ça se fait au nom de la résistance, etc. Ça n'a pas été très joli tout ce qui s'est passé ensuite. Et le général, c'est vraiment le jour, l'heure, c'est l'âge d'or. Ce sont les gens de l'âge d'or de la résistance. Alors, après ça, on se dit, mais que n'as-tu été gaulliste, cher chef de l'État, depuis 2 quinquennats?
Ça aurait été très bien que tu le sois, mais Vous tutoyez le chef de l'État, vous, Michel. Pardon ? Vous tutoyez le chef de l'État, ça y est. Non, vous avez franchi un cap dans l'intimité. Oui, non, j'imagine qu'il est à côté de moi. De toute façon, il sera à côté de moi, je le vois. Je le vois. J'ai un trop grand respect pour la fonction. Et ce que je lui reproche, c'est justement de lui-même ne pas la respecter. Mais... du coup, je vous ai fait perdre votre fil. Et c'était quoi la question ? On évoquait le fait qu'effectivement, il déclame et qu'il parle de cette France libre et de cet héroïsme français. Et que donc, la France n'a jamais été aussi peu libre qu'aujourd'hui. Si vraiment on veut déplacer, c'est facile de déplacer en disant moi j'aurais fait ceci et je n'aurais pas été cela. Et évidemment, j'en vois pas un qui dit moi je pense que j'aurais été un peu collabo, que j'aurais fait du marché noir. Tout le monde se dit bah oui, j'aurais été résistant et très tôt. Il y a des gens aujourd'hui qui n'ont pas résisté à grand chose et qui résistent pas beaucoup et ils collaborent déjà. Donc j'imagine bien que ce genre de collabo d'aujourd'hui n'aurait pas fait des résistants de la France libre. Et donc la France libre, c'est formidable. Il n'a pas été l'homme de la France libre, le chef de l'État. Non, au sens second du terme. Oui. C'est-à-dire la liberté de la France, ça plonge. La liberté d'expression, la liberté de pouvoir agir dans le monde en tant que tel, en tant que France. Regardez, le Trump qui fait c'est ça la France. C'est terrible de s'entendre dire ça par Trump. Même Trump, surtout Trump. Des gens comme ça, même des gens comme Poutine qui ne disent rien mais qui n'en pensent pas moins, qui estiment que la France n'est pas libre quand aujourd'hui ce sont les narcotrafiquants qui font la loi. Quand ce sont aujourd'hui, on ne peut pas faire de politique. C'est Bruxelles qui décide de son avenir. Vous êtes souverainiste. Mais ça y est, vous m'avez complètement converti au souverainisme. Mais la France n'est pas... Vous avez raison. Quand elle prend ses ordres, quand jadis certains prenaient des ordres à Moscou, eux prennent des ordres à Bruxelles, que Madame Ursula von der Leyen dit « Ah mais ça, non, vous êtes peut-être contre Mercosur, mais moi je suis pour, donc vous l'aurez quand même. Et puis ce sera comme ça, et ce ne sera pas autrement. » Donc la France n'est pas libre. Donc c'est formidable qu'on honore la France libre. C'est à chaque fois qu'on honore le général de Gaulle, c'est formidable. Mais j'aimerais, moi, qu'on puisse, d'un point de vue... Enfin, être gaulien aujourd'hui et montrer qu'on veut une France libre. Une France dans laquelle ni les racailles, ni les narcotrafiquants, ni les européistes, etc., ne fassent la loi. Et que la loi, elle soit faite par le peuple français. C'est ça le gaullisme. Au-dessus du général, il y a le peuple. Et le peuple, quand il dit non au général, le général, il dit je m'en vais. Et au-dessus de la tête de Emmanuel Macron, il n'y a rien. Peut-être Dieu, mais c'est à peu près tout. Et donc, on a envie de lui dire encore un effort pour être véritablement un gaulliste. Et puis, si on peut réfléchir vraiment, je ne suis pas professeur à l'école de guerre, mais enfin, je le redis, est-ce que vraiment l'actualité aujourd'hui, c'est d'envisager pour plus tard, vraiment, dans je ne sais pas combien d'années, vaste question. Ben oui, mais c'est la question. Beaucoup d'argent, beaucoup de technologie. Pour être libre, il faut être craint et puissant. Oui, là, ça fait plusieurs fois qu'il la sort, cette phrase. Oui, mais il faut d'abord être crédible. Être puissant, c'est être crédible. Et avoir les moyens de sa puissance. Non, c'est pas seulement avoir beaucoup d'argent, c'est être crédible. C'est dire, ce chef d'État a dit ça, il le fera. Et c'est ça la puissance. Là encore, c'est le verbe performatif. C'est pas le verbe perdu qui, un jour, dit quelque chose et le lendemain dira encore autre chose. Moi, je pense qu'il faut, effectivement, on fait un peu de philosophie, vous et moi, renvoyer à Clausewitz, qui a écrit un très gros livre qui s'appelle De la guerre et qui est un livre sur les guerres classiques et traditionnelles, plutôt les guerres napoléoniennes. On est au début du 19e siècle, avec des masses qui s'opposent, qui s'affrontent, etc. Bon. Et ce même Clausewitz a écrit un tout petit texte, enfin c'est pas qu'il a écrit un texte, c'est un texte qui a été produit à partir de cours qu'il a donné à l'école de guerre dans les années 1810, 11, 14 je crois, et ça s'appelle La Petite Guerre. Et la Petite Guerre, c'est la guérilla pour aller très vite. C'est-à-dire que là, on est en train de chercher les moyens de faire la grande guerre avec des gros bâtiments et du gros matériel, etc. etc. Croyez-vous que l'armada, par exemple, de Trump aujourd'hui soit suffisante pour en finir avec le régime iranien ? Non ? Ils ont des petites vedettes, ils ont des petits drones, et ils ont des petites mines, et ils font trembler le Gerald Ford, si l'on veut, enfin le plus grand porte-avions du monde. Donc il faut penser la guerre aujourd'hui en termes de cyberguerre. C'est-à-dire, il nous dit, le président de la République, que ce sera un sommet de technologie numérique. Mais le sommet de technologie numérique, vous pouvez avoir, je ne sais pas combien, c'est de milliards, je n'arrive pas à penser quand il y a autant de chiffres. Mais vous avez un gamin dans son garage qui, avec son ordinateur, peut arrêter le porte-avions. Si vous avez des hackers, c'est-à-dire que, alors évidemment, c'est moins visible. On ne peut pas avoir une grande maquette, on ne peut pas faire du Gérard Philippe en disant France libre, mais il nous faut des hackers éventuellement qui soient... Non mais regardez, quand les avions américains neutralisent l'aviation iranienne, parce que les communications nous appartiennent, les avions ne bougent plus. Vous pouvez avoir 10 millions, 500 millions d'avions. Si vous ne pouvez pas prendre votre vol parce que d'un point de vue numérique, il y a un brouillage et que l'informatique ne fonctionne plus, eh bien là, vous avez gagné la guerre.
Et donc cette guerre-là, il faut la mener avec des hackers, avec des ingénieurs, avec des gens qui sont capables de travailler sur cet avenir-là. Et des guerres qui soient moins coûteuses. Regardez, Zelensky est en train de résister à Poutine qui a des bombes atomiques. Poutine a quantité de bombes atomiques et Zelensky et les Ukrainiens résistent. Allez, on va faire une petite pause. Michel Onfray, on continuera cette discussion passionnante dans un instant. On va partir de la France libre, de ce mot qui a donc est le nouveau nom du porte-avions, pour évoquer le général de Gaulle, l'écouter aussi peut-être quand lui parlait de la France libre, la France éternelle. A tout de suite dans Face à Michel Onfray sur CNews et Europe 1. On se retrouve pour la seconde partie de Face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1. Le France Libre, c'est donc le nom du nouveau porte-avions nucléaire français qui sera construit et sans doute mis à l'eau dans les années 2038-2040. On va écouter maintenant, évidemment, parce que ça évoque l'épopée gaulienne, mon cher Michel, le général, quand il parle de cette page de l'héroïsme français qu'a été la libération. C'est le 25 août 1944, à l'hôtel de ville de Paris, tout juste libéré. Il célèbre la France libre et éternelle. Regardez, frisson garanti. Qui sommes ici chez nous, dans Paris, levés, debout, pour se libérer, et qui a su le faire de ses mains. Non, nous ne dissimulerons pas cette émotion frappante et sacrée. Il y a là des minutes, nous le sentons tous, qui dépassent chacune de nos pauvres vies. Voilà, c'est vraiment incroyable de l'entendre ainsi. On a vraiment les poils qui se redressent, mon cher. Oui. Alors vous disiez une improvisation. Vous savez, le général de Gaulle écrivait tout et apprenait tout par cœur. Ok. Ah oui, donc il n'improvisait pas du tout. Je pense qu'il était... Non, il n'improvisait pas. Et il y a le roi Charles qui est comme ça aussi. Il est capable d'apprendre par cœur un discours en japonais. Il y a des gens qui ont des hypermnésiques. Moi, je ne sais pas apprendre par cœur quoi que ce soit, même une phrase. Et donc, je pense que le général a dû écrire, apprendre et que tout est dit. C'est pas le meilleur général pour moi. Non, parce qu'il a fabriqué une légende. La France éternelle, il nous parle à tous. Oui. Mais enfin, là, on a coupé. Mais vous savez, la France qui s'est libérée par elle-même, etc. Non, la France ne s'est pas libérée par elle-même. Et là, il n'y aurait pas eu les Américains. Nous n'aurions pas été libérés. Et les Américains sont entrés dans la guerre, non pas parce qu'ils aimaient la France, non pas parce qu'ils aimaient les libertés, mais parce qu'il y avait eu Pearl Harbor et qu'il s'agissait pour les Américains de faire la guerre à Hitler et de la faire sur une terre qui ne soit pas la leur, c'est-à-dire pas les États-Unis, mais pour le coup l'Europe, et on commençait avec la France. Et donc c'était le début, il y avait après le projet d'aller jusqu'à, alors pas seulement Berchtesgaden chez Hitler, mais ensuite jusqu'à Moscou. Et donc le général de Gaulle, là, il sait ce qui l'attend. Donc je justifie son mensonge, on va dire son mythe, plutôt que son mensonge. Je ne veux pas qu'il soit présenté comme un menteur. Mais quand il se dit, voilà, maintenant je suis à la tête de l'État français, il va falloir que je gouverne. Il va falloir que je pilote la France avec les collabos, les attentistes, les vichistes, les pétinistes, les communistes qui ont collaboré pendant 2 ans, le temps du pacte germano-soviétique, qui sont devenus résistants par la suite, etc. Et vous dites, et la France est par terre. Et vous dites, je prends tout ça et je dois gouverner. Donc vous commencez une mythologie, et la mythologie, c'est la France, c'est moi, il n'y a pas eu Vichy, il y avait avant la France républicaine, il y a eu après la France républicaine, mais il y a eu pendant Vichy, l'État français, travail, famille, patrie, etc. Une France républicaine, c'était moi, j'étais à Londres, etc. Et il constitue une mythologie. Donc c'est une mythologie qui suppose des choses terribles pour ce que nous sommes devenus aujourd'hui. C'est-à-dire les communistes, on n'a jamais dit quels avaient été leurs parcours. On ne parle pas du pacte germano-soviétique. Si, j'en ai parlé moi beaucoup, longtemps, pendant des années. Et maintenant sur CNews, on commence à en parler. Et c'est tant mieux, parce que les gens peuvent voir qu'il y a eu cette histoire. Et puis après, Thorez, et puis ces gens qui s'en vont en Union soviétique, et puis la résistance communiste armée qui veut prendre le pouvoir et qui ne veut sûrement pas réaliser une république. Donc le général, il a besoin de fabriquer un mythe. Et il fabrique le mythe d'une France éternelle, d'une France qui aurait résisté tout entière. C'est très minoritaire, la partie de la résistance. Et quand vous prenez la résistance, je vous dis, regardez, 40, 41, 42, 43, 44... 45 même pour certains, et le gros de la résistance c'est vraiment sur la fin, quand tout est gagné, quand il y a eu Stalingrad, quand il y a eu la fin du pacte germano-soviétique, quand il y a eu le début du STO, service du travail obligatoire, où des gamins de 20 ans disent moi je quitte pas papa et maman, je quitte pas mon territoire, je pars dans le maquis. Voilà. Et donc il y a eu tout ça pour justifier, même Mitterrand comprend que finalement c'est perdu, il rentre dans la résistance tardivement, tous ces gens, je suis en train d'écrire sur Malraux, mars 1944. Il rentre dans la résistance en mars 1944. Donc après avoir refusé plusieurs fois des propositions qui lui étaient faites précédemment. Donc le général fabrique un mythe en disant la France a été républicaine, la France a été résistante, et nous allons continuer dans la résistance, et nous allons fabriquer une France que nous allons remettre debout, et on va oublier
que les avocats, les juristes, les écrivains, les juristes, les patrons de presse, les acteurs, les comédiens ont souvent collaboré, beaucoup collaboré. On ne cherche pas de poux dans la tête. C'est ce qu'a fait, en Afrique du Sud Mandela. Il a fait exactement la même chose quand il a dit bon, maintenant c'est moi qui pilote. On va oublier qui a fait quoi et comment à l'époque de l'apartheid. Et il faut faire ça. Un grand chef d'État, c'est quelqu'un qui oublie, pardonne, je ne sais pas quel mot convient, et pour ce faire a besoin de créer un mythe. Sauf que ce mythe, il a comprimé la résistance, la collaboration. Il n'y a pas eu de procès de Nuremberg du communisme, par exemple. Il n'y a pas eu non plus de procès de Nuremberg, de Vichy et de Pétain, etc. Et puis un jour, ça ressurgit sous la forme de Jean-Marie Le Pen. Et on se dit, mais c'est quoi ce truc? Et puis après, on dit, ah ben oui, la France n'a pas été complètement résistante. Puis après, ben non, elle a été même totalement collaboratrice, ce qui n'est pas vrai non plus. Et donc, on n'a pas fait ce travail de mémoire, on n'a pas fait ce travail d'histoire. Le général a eu besoin d'un mythe. Je suis un peu désolé que les historiens n'aient pas montré que ce mythe avait été nécessaire pour reconstruire la France, parce que ça a produit des effets délétères sur la politique française. Regardez les campagnes aujourd'hui, qu'elles soient communales, ou législatives ou présidentielles, elles ont à voir avec ce mythe qui n'a pas été déconstruit. On est en face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1. Un tout petit point, Michel, sur ce qui se passe en Iran. Les bombardements se poursuivent. Israël a à nouveau éliminé plusieurs chefs de la République islamique d'Iran cette semaine. L'objectif d'Israël, évidemment, que ce régime des mollahs tombe. On va écouter un spécialiste de la question, Emmanuel Radzavi, qui était notre invité cette semaine et qui connaît extrêmement bien l'Iran. Il est lui-même iranien. Le potentiel militaire, l'arsenal militaire, comme les états-majors, sont quand même sérieusement endommagés. C'est important parce que les buts, je dirais, ou les objectifs de guerre aujourd'hui d'Israël et des États-Unis, quand même, sont quotidiennement atteints. On peut parler des buts politiques après, ça c'est une autre chose. Donc aujourd'hui, si vous voulez, vous avez un régime, en fait une république islamique, qui est une république islamique quand même d'autant plus, je dirais, failli, abîmée, que ce sont, vous rappeliez que nombre de ses dirigeants avaient été tués. Et ce sont, si je puis me permettre de l'ajouter, des dirigeants historiques, c'est-à-dire que ceux qui sont issus de la révolution islamique de 1979, ceux qui ont fait tomber en fait le Shah d'Iran. Et petit à petit, écoutez, il n'y en a plus beaucoup. On va voir arriver en fait ce que les Iraniens on appelle les seconds couteaux. Qui eux aussi sont éliminés les uns après les autres. Est-ce que vous pensez que ce régime totalitaire peut tomber, Michel, et surtout qu'est-ce qui peut en surgir s'il venait à tomber? Ce qui est très difficile à prédire à l'heure où on se parle. Oui, parce qu'on mésestime le capital sympathie du régime des mollahs dans l'Iran profond, enfin dans la campagne, les campagnes. Il y a plein de gens qui ne veulent pas d'une modernité occidentale, de jeunes filles avec des mini-jupes ou de musique occidentale, ou de gens qui fumeraient des pétards ou ce genre de choses. Donc il y a beaucoup de gens. Hein, donc c'est pas une quantité négligeable. Regardez quand ils font descendre dans la rue lors d'obsèques de dignitaires, vous avez plein de gens dans la rue. Donc vous avez dans les villes des jeunes qui veulent un régime occidental, qui veulent la liberté, je suis de leur côté évidemment, mais vous avez aussi en face des gens qui ne veulent pas ça. Ça veut dire que la stratégie du nous bombardons et nous repartons, nous avons une technologie, c'est formidable, on fait des trous de 30 mètres et puis on tue des gens et on repart, ça ne suffit pas. Et j'y reviens, c'est la fameuse petite guerre de Clausewitz, c'est la guerre de la guérilla. Soit ce sont on arme des gens, mais ça veut dire qu'il leur faut hélas une guerre civile. Et l'idée que quand on fait tomber un dictateur, surgisse immédiatement la démocratie, je ne citerai pas certains philosophes qui ont fait profession de cette théorie qui est une théorie fausse. Quand on a supprimé un dictateur, on peut voir surgir un autre dictateur. Et on peut voir surgir le chaos et une anarchie totale. Donc je ne pense pas que Trump ait des plans là-dessus. Il avait des plans de Top Gun, quoi. J'arrive avec la machine, les mécaniques, etc. Ce que disait le général de Gaulle, il opposait les machines à l'esprit. On retrouve ça chez Malraux, on retrouvait ça chez Bergson. Et là, l'esprit, il est où? L'esprit de la résistance. Jadis, les États-Unis faisaient des coups d'État. C'est-à-dire, ils arrivaient, ils tuaient le chef de l'État, et puis ils mettaient des militaires à leur solde, et puis c'était Pinochet, si vous voulez, tous les coups d'État de l'Amérique du Sud. C'est comme ça qu'on change un régime, hélas, c'est comme ça que ça se passe. Ça ne surgit pas de la destruction du tyran. Donc vous avez un peuple qui défend ce régime, vous avez des gens qui sont des mafieux et qui bénéficient de ce régime, vous avez beaucoup d'argent confisqué au peuple, et ils crèvent la faim, les Iraniens de base. Mais vous en avez qui ne crèvent pas la faim du tout. Ces gens-là, ils ont intérêt à notre régime. Quant à Trump, qui est en gros le patron de ce genre d'affaires, lui, il n'a pas envie d'un changement de régime, lui, il a juste envie de gens avec lesquels il puisse parler business. Israël veut un changement de régime, parce que c'est une menace existentielle, existentielle pour eux. Parce que et donc, je pense... l'Iran a menacé de rayer Israël.
la carte. Oui, mais donc eux auront une autre stratégie. Je pense que Netanyahou n'aura pas la stratégie de Trump. Si Trump dit je n'y vais pas ou je n'y vais plus ou je ne fais pas ça, il faut compter sur les Israéliens pour reprendre le relais intellectuel, existentiel et sur le terrain. De cette guerre, sur le terrain, avec effectivement des services secrets qui ont l'air très implantés. Après, la possibilité de donner des armes à des gens qui sont vraiment présentés comme des opposants de l'intérieur, et puis avec la possibilité de faire une contre-terreur pour s'opposer à cette terreur. Hein. Hélas, les guerres civiles, ce sont des choses terribles. Hein. Michel, on va juste écouter le président israélien Herzog qui dit que donc, l'État hébreu se bat contre une menace existentielle et qu'il se bat contre le mal qui est incarné par Téhéran. Nous sommes une coalition de nations modérées qui souhaitent instaurer la paix dans la région. Face à nous se dresse un empire du mal dont tous les mandataires sont issus de Téhéran. C'est désormais l'épreuve décisive et je suis convaincu que plus nous avancerons, et plus les événements se multiplieront en Iran à la suite de nos attaques, plus nous verrons également des changements s'opérer au sein du peuple iranien. Voilà pour le président israélien Herzog. Michel. Mais les Juifs pensent la guerre. Israël est menacé depuis sa création. Donc ils vivent en permanence dans la guerre, dans la menace de la guerre. Ils savent que l'Iran voulait les supprimer, mais que le Hezbollah voulait les supprimer, que plein d'autres pays, le Hamas voulait les supprimer. Et donc eux, ils pensent la guerre. Et ils ne la pensent pas seulement en disant j'ai des gros bras, j'ai des gros muscles, j'ai des avions furtifs et j'ai le sous-marin le plus long du monde, le porte-avions le plus long du monde, et ça suffira bien. Non, ça c'est un peu court, et c'est américain. Mais d'abord, les Juifs pensent avec la Torah aussi. Ils sont dans une perspective biblique, religieuse, spirituelle, philosophique. Ils défendent effectivement leur pays, leur peuple, leur nation. Et ils n'ont pas évidemment les mêmes intérêts. Eux, le pétrole, c'est pas leur affaire, c'est pas leur aventure. Vous avez juste quelqu'un qui a un canon braqué sur vous qui dit je vais te tuer. Et eux, ils sont bien obligés d'inventer des ripostes et des réponses. Donc, je pense que Trump, j'ose espérer que Trump continuera dans un travail avec les Israéliens. Mais je pense que si Trump arrête, Israël continuera, devra continuer. Alors il y aurait eu la possibilité, si on avait eu un chef de l'État gaulien, de reprendre les accords d'Abraham en disant nous allons travailler à une coalition. Il a bien fallu quand le général de Gaulle dit nous avons gagné tout seul, etc. Il sait bien qu'il n'a pas gagné tout seul. Il a passé des années à essayer de fabriquer des coalitions, d'abord avec la France libre en Afrique, ensuite avec etc. Il faut connaître l'histoire, jusqu'à la Russie quand il y a Barbarossa et la fin du pacte germano-soviétique. Il constitue un pôle d'alliés. En ce sens, il a raison. Il a contribué à la libération générale, mais dans une limite qui n'était pas mécanique. On dira dans une limite qui était spirituelle, en bergsonien, disons-le comme ça. Et Israël, ils peuvent penser la guerre parce qu'ils ont effectivement d'autres intérêts. Ils ne sont pas obsédés par le pétrole, ils sont obsédés par leur vie et leur survie. Et c'est pourquoi il faut les aider. Et c'est pourquoi la France devrait prendre la tête d'une coalition en disant reprenons les gens qui étaient à l'origine, qui faisaient partie des accords d'Abraham et qui se font tirer dessus aujourd'hui. Bien sûr. Ce sont des gens qui sont devenus des ennemis de l'Iran. Les ennemis de l'Iran sont nos amis. Dans tout le Golfe, donc, faisons de telle sorte que refabriquons une grande France avec un grand chef de l'État gaulien qui dirait on reprend tout ça et puis voyons ce qu'on peut faire. Et en travaillant avec Donald Trump. Ça, c'est un vrai travail de chef de l'État. Et voilà. Alors, on va passer au point philo, parce que c'est notre rendez-vous. Là, vous nous proposez alors un livre de Wilhelm Reich. On dit bien Reich, hein ? Reich. Écoute, petit homme, c'est un freudo-marxiste. Oui. Expliquez-nous ce que c'est, cette race, cette espèce-là. Cet attelage. Freudo, oui, cet attelage, oui. J'ai choisi parce que les gens me disent qu'ils aiment bien ce moment-là de notre émission, et donc j'essaie de choisir les livres les plus simples à lire. Et c'est le plus simple parmi l'œuvre de Reich, dans l'œuvre de Reich, parce qu'il y a Héros et civilisation, il y a l'homme unidimensionnel, la fonction de l'orgasme, la psychologie de masse du fascisme, qui sont très intéressants. Je vois que vous hochez la tête. Oui, ça a l'air très compliqué tout ça. Non, c'est très simple. Bon, d'accord. Avec les abscisses et les ordonnées, en disant la durée, l'intensité, le plaisir des hommes n'est pas le plaisir des femmes. Il y a et si on veut que ça coïncide, il faut qu'il y ait une érotique. Enfin, c'est un livre très important. Moi, j'ai lu ça quand j'étais au lycée. Mon prof de philo avait trouvé que le titre était un peu provocateur, mais bon. Et dans Écoute petit homme, il y a une espèce petit homme, c'est pas un message caché à quelqu'un, Écoute petit homme. Hein. Non, pas du tout. Ok, non, très bien. Je me méfie avec vous. Non, c'est le petit homme, c'est le petit homme du ressentiment. C'est le type qui est haineux, c'est l'antisémite. On n'a pas le droit de faire de politique, donc j'ai pas le droit de dire dans quel parti il se trouve. Mais les petits hommes, ce sont ces gens petits, étroits, qui ont raté leur vie, qui n'ont pas compris que finalement la vie c'était la vie et que dans la vie il y avait du vivant et que c'était ça qui était extraordinaire. Alors il dit dans ce texte quelque chose d'assez effrayant, mais il dit il faut retrouver la méduse en soi.
Il dit nous sommes passés de la méduse à nous-mêmes et on a perdu en gros ce qui fait notre identité, qui est la puissance de la vie en nous. Alors ça, c'est extrêmement intéressant, mais ça initie un courant qu'on appelle le freudo-marxisme. Freud est un homme de droite, très à droite d'ailleurs, pas du tout la gauche qu'on a raconté. C'est quelqu'un qui pense qu'il faut, on en a parlé quand on a analysé la question de la guerre chez lui, qu'on a des pulsions sexuelles, des pulsions libidinales, et qu'il faut contenir tout ça. Donc c'est un répressif, Freud. Et il disait il faut une civilisation, il faut une culture, il faut une religion, il faut une morale, enfin il faut ce qu'il appelait un surmoi, sinon le ça déborde absolument. Et donc il faisait l'éloge de tout ce qui était répressif et qui tenait ou qui contenait le ça. Et lui pensait que, Freud, qu'il n'y avait, le ça c'est l'inconscient, qu'il n'y avait que de l'inconscient, et que l'inconscient était déterminant de notre propre comportement. Donc il n'y a pas d'économie, il n'y a pas de prolétaire, il n'y a pas de bourgeois, il n'y a pas d'exploitation chez Freud. Il y a juste un système qui fait que c'est un système purement libidinal. En face, Marx lui pense exactement l'inverse. Il n'y a pas d'inconscient. Évidemment, Freud connaissait Marx, mais Marx ne connaissait pas Freud pour des questions de chronologie. Et le marxisme, c'est la libération de la société, donc la fin du capitalisme, la réalisation du socialisme, l'abolition de la propriété privée, la collectivisation de la propriété privée. Donc ce sont des gens qui sont sur des bords totalement opposés. Les freudiens ne sont pas les marxistes ne sont pas les freudiens. Tout ça coïncide, et ça coïncide avec William Reich, qui lui nous dit il y a un capitalisme qui est purement répressif, il faut en finir avec ce capitalisme et passer par une philosophie libertaire qui est celle de la libération sexuelle. Nous avons une orgone, c'est ce qu'il appelle l'orgone, c'est-à-dire une espèce d'énergie en nous, et cette énergie, elle est comprimée en nous. Il y a une espèce de carapace, et cette cuirasse, elle fait que nous devenons fascistes, au vrai sens du terme. Oui. Il analyse, je vous disais tout à l'heure, psychologie de masse du fascisme. Et il dit qu'il faut libérer toutes ces choses-là, et quand on est dans la libération, qu'on retrouve la méduse en soi, finalement, on connaîtra une jouissance absolue. Et ce freudo-marxisme, il fait la loi en mai 68. Le jouir sans entrave, par exemple, le sous les pavés, la plage, ou ce genre de choses. On détruit la société capitaliste et on jouit d'un point de vue sexuel. C'est-à-dire que le couple, la monogamie, la fidélité, tout ça explose. Et puis on fait en même temps, on fait exploser la société capitaliste. D'où ces gens, alors il n'était pas pédophile, Reich, mais d'où tous ces gens qui sont pédophiles dans les années 70 et qui nous disent la sexualité des enfants, c'est pareil, ça doit avoir lieu, libérons-nous, etc., etc. Donc quand Cohn-Bendit mourra, probablement on dira voilà, on ne le souhaite 68, le plus tard possible. Voilà. Entendons-nous bien, je mourrai aussi, pour information. Moi aussi. Je ne voulais pas information. Le dire. Mais je lui souhaite d'être centenaire. Le problème, il n'est pas évidemment là. Mais je veux dire, quand il y aura des nécrologies, et le plus tard possible pour Cohn-Bendit, on aura cette photo du gentil garçon qui sourit devant les CRS, etc. C'était quoi, on dira après, c'était quoi son projet politique ? C'était la mixité du dortoir des filles et des garçons. C'était ça. Ça a été ça, le mouvement du 22 mars. Mais 68, ça démarre parce qu'il veut que les garçons puissent aller dans le dortoir des filles et vice-versa. Donc il n'y a pas de projet politique, si ce n'est jouir de tout son corps et en même temps détruire le capitalisme en même temps. Ça a produit la pensée 68arde, pas seulement 68, mais la pensée 68arde. Et encore aujourd'hui, des gens qui aujourd'hui expliquent que la psychanalyse, elle est de gauche, etc. C'est pas vrai, elle n'est pas de gauche du tout. Freud était quelqu'un qui estimait beaucoup le régime du chancelier Dollfuss, qui était un régime austro-fasciste. Il a fait une dédicace élogieuse à Mussolini, comme je vous l'ai dit récemment. Il a fait la critique du marxisme, par exemple, dans Malaise de la civilisation ou l'avenir d'une illusion, mais jamais la critique des fascismes. Donc effectivement, cette espèce de gauchisme culturel, il faut jouir en permanence et détruire la société capitaliste, ça reste quand même le mot d'ordre de ceux qu'on appelle... Et il y a une leçon dans ce « Écoute petit homme » de William Reich, oui. Oui, libérez vos instincts, libérez vos pulsions, libérez vos passions, faites-vous plaisir, tout ce qui vous comprime, faites-le exploser, il faut détruire le travail, la famille, la patrie, si on veut utiliser la trilogie fameuse et bien connue. Et il faut détruire tout ce qui fait la civilisation occidentale. Enfin, c'est un ferment de destruction occidentale sous prétexte de libération sexuelle. Bon, écoutez, on le recommande quand même à nos téléspectateurs et nos auditeurs. Ah, oui, parce qu'il faut le lire pour essayer de comprendre ce qui s'est passé chez les Deleuze, chez les Foucault, chez les Guattari, enfin chez les Derrida, qui l'ont beaucoup lu, beaucoup pillé, sans jamais le citer. Mais tout ce courant... C'est la règle. Oui, bien sûr. Et tout ce courant
qu'on appelle de déconstruction a beaucoup pillé les freudo-marxistes, qui étaient Reich, qui étaient Fromm, qui étaient quelques autres, qui, juifs d'Europe centrale, quand ils ont quitté le nazisme, ne sont pas, alors qu'ils étaient communistes, ne sont pas allés en Union soviétique. Si vous étiez communiste, ils sont allés directement aux États-Unis. Ça aussi, c'est une leçon. Merci beaucoup, Michel Onfray. C'était passionnant de vous écouter aujourd'hui encore dans votre émission. Merci. On se retrouve la semaine prochaine sur CNews et sur Europe 1.